Alors, je vous propose justement maintenant qu'on rentre vraiment dans le détail avec des experts de leur secteur. On va commencer par la transition écologique et énergétique. J'appelle Damien Amichaud. On applaudit. Bonjour. Mettez-vous au milieu. Ouais. Damien Amichaud, vous êtes chef de projet formation et enseignement supérieur à The Shift Project. En 2 mots, The Shift Project. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc, le Shift Project, c'est une association d'intérêt général, loi 1901, qui milite pour la décarbonation de notre économie en s'adressant à tous les corps intermédiaires, mais en parlant avec tous les acteurs de chaque secteur. Et donc, on a une double analyse, c'est l'analyse du climat et l'analyse des ressources énergétiques. Je précise que vous pouvez bien sûr poser des questions avec nos 3 experts. On va prendre vraiment le temps de répondre à vos questions. Ce matin, vous étiez nombreux à en poser, donc continuez cet après-midi. Alors vous aussi, vous avez mené, c'est intéressant, une étude dans l'écosystème de la formation en continu auprès d'entreprises, de territoires, d'administrations et de centres de formation. Vous rejoignez l'essentiel de nos conclusions de notre étude BVA OPCO-EP ? Alors, partiellement, oui, mais il faut savoir que notre périmètre et nos questions n'étaient pas exactement les mêmes, donc c'est normal. D'ailleurs, je remercie BVA Consulting puisque une partie de notre étude a été aussi menée avec eux pour la partie quantitative justement, et pour la partie qualitative, c'était vraiment des entretiens, mais cette fois-ci avec l'écosystème qui influence la formation continue dans son entièreté et pas uniquement les entreprises de l'OPCO-EP. Donc c'est un petit peu différent. Et ce qu'on a constaté, c'est que oui, les entreprises commencent à comprendre que c'est un enjeu pour elles de former aux enjeux de transition. Et ce que je vois dans l'étude, donc dans le baromètre de l'OPCO-EP, c'est que c'est beaucoup au travers de la conscience des lois qui arrivent, des normes, des attentes des clients, de l'image extérieure. Mais par contre, qu'on voit moins de conscience sur les dépendances de ces entreprises aux ressources extérieures, notamment aux ressources énergétiques, aux ressources fossiles. Je donne un exemple, alors c'est pas forcément pour l'OPCO-EP, mais c'est plus facile d'avoir des chiffres sur des industries. Ça donne un exemple quand même, 62% de notre industrie, elle dépend totalement de l'énergie fossile. Et en France, on produit 1% de cette énergie fossile. Donc ça montre quand même voilà, les teneurs du débat, l'ampleur de la marche à franchir. Et donc il y a une compétence qu'il faille faire évoluer les compétences, mais par contre... dans quelle ampleur, ça c'est encore un petit peu à débattre, je pense qu'on verra ça après. Alors, on est tous intéressés bien sûr par la formation aujourd'hui. Vous avez une typologie des compétences à The Shift Project, vous avez 3 items concernant la formation. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme on considère que les 30 millions d'actifs sont concernés par la transition écologique, c'est difficile de mettre, on ne va pas faire un référentiel de compétences pour la France en termes de transition écologique. Donc on a juste fait une typologie de compétences avec 3 niveaux, donc c'est une sorte de pyramide, et à la base de cette pyramide, on a l'acculturation. L'acculturation, c'est non seulement la sensibilisation que tout le monde connaît, donc c'est-à-dire comprendre un petit peu quels sont les enjeux climatiques, énergétiques, pollution, etc., mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est aussi connaître quels sont les enjeux pour son secteur et pour son métier dans les années à venir et dans les dizaines d'années à venir pour pouvoir s'y préparer et du coup comprendre pourquoi il faut se former. Deuxième. Ça, c'est peut-être le premier niveau. Donc, peut-être un exemple, si on est un fleuriste, moi je me dis, il faut comprendre les effets des produits phytosanitaires sur les plantes, sur sa santé, sur celle des clients. Et ça, c'est une manière aussi de pouvoir convaincre les clients peut-être de mettre quelques euros de plus dans des fleurs qui seront peut-être pas importées avec des produits un petit peu plus responsables, etc. Deuxième niveau, c'est les compétences transversales. Et là, on est souvent sur des soft skills, on va dire, pour simplifier un petit peu le débat. Là, ça va être typiquement un dirigeant d'entreprise qui a besoin d'accompagner le changement. Si lui est convaincu, comment est-ce qu'il fait pour embarquer tout le monde de manière vraiment transformative? Et ça, c'est une compétence à part entière. Et enfin, il y a les compétences métiers qui sont vraiment au cœur des besoins de la transition. Et là, ça va être vraiment des compétences qui touchent au cœur de l'activité. Donc moi, je ne sais pas si je suis dans une boulangerie, que je prépare également des sandwichs ou des quiches. Comment est-ce que je fais pour proposer un repas décarboné? Donc qui soit des quiches bas carbone, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je les prépare? Une quiche bas carbone. Exactement. C'est moi qui l'ai inventé aujourd'hui pour cette Ah, c'est vrai. Merci, je connaissais moins le concept. Alors en formation, beaucoup de sensibilisations sont faites par les plus grosses entreprises, on le sait. Pour les petites entreprises, beaucoup moins. Est-ce que c'est spécifique aux entreprises de proximité ou vous voyez ça un peu partout? Alors pas du tout. On a vraiment fait exactement le même constat. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est que finalement les grosses entreprises ont toujours plus de moyens, en tout cas, investis dans la formation. Typiquement, les grosses entreprises font beaucoup de sensibilisation et un petit peu de formation, mais c'est vrai que plus la taille diminue, moins on en fait. Et pourtant,
les TPE et les PME, finalement, sont beaucoup plus exposées de par leur taille et leurs ressources qui sont beaucoup bien moindres. Elles sont beaucoup plus exposées, finalement, s'il y a une catastrophe locale sur le territoire, une inondation, quelque chose qui met en péril leur modèle d'affaires, leurs approvisionnements, ce genre de choses, finalement, elles sont beaucoup plus à risque. Donc, le fait de ne pas être formées, quelque part, multiplie encore ce risque par rapport aux grosses entreprises. Quelle urgence pour les formations? On a beaucoup de formations numériques. L'IA est très présente. J'ai l'impression que tout le monde veut se former à l'IA, tout le monde essaye en tout cas. Est-ce que ça veut dire que, par répercussion, il y a moins de formations pour la transition écologique? Eh bien, depuis quelques temps, oui, malheureusement. Oui. On a vraiment vu qu'il y a un effet de phagocytage. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, on voit vraiment que les formations en IA vraiment déboulent et prennent la place d'une partie des formations en transition écologique. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est le premier point qui est vraiment délétère pour notre environnement, notre milieu de vie. Le deuxième, c'est qu'en fait, on a aussi les contenus des formations. Et là, c'est peut-être plus grave encore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les formations au numérique, dans un premier temps, n'incluent pas les questions de transition écologique, alors que les transitions numériques et écologiques, aujourd'hui, vont dans des sens totalement opposés, en termes de consommation énergétique, consommation de matériaux, émissions de polluants, de gaz à effet de serre, etc. Alors qu'aujourd'hui, si on parle du numérique hors IA, on sait comment faire pour décarboner notre numérique. Ça s'appelle le Green IT, Light for Green. IT. Vous pouvez aller voir, c'est l'éco-conception numérique, tout ça, ça existe. Même l'AFNOR a pondu un référentiel très précis. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Là, l'idée, c'est de former au numérique avec ce qui existe de pertinent en termes de transition. Maintenant, pour ce qui est de l'IA, là, c'est un sujet qui est tellement émergent, qui arrive tellement vite, c'est le raz-de-marée. Donc au-delà des financements, ce qu'on voit, c'est que déjà l'empreinte carbone de l'IA, a priori, elle va vraiment démultiplier l'empreinte énergétique du numérique et donc l'empreinte carbone. Donc ça, c'est hyper délétère. En plus, la finalité n'est pas encore bien claire non plus. Donc là, il y a vraiment ce sujet de se dire pourquoi je vais vers l'IA exactement, quelle est l'utilité derrière que je recherche, essayer d'aller vraiment au juste besoin, je pense, quoi. Alors vous mettez aussi en lumière une dissonance entre le niveau de conscience des impacts de la transition écologique et les actions concrètes qui restent faibles en termes de formation. Oui, tout à fait. Ça, c'est un constat que vous avez partiellement fait également dans votre étude. C'est-à-dire que ce qu'on avait vu, c'est que une grande majorité je crois que c'était presque 3/4 des acheteurs de formation étaient d'accord sur le fait qu'il fallait faire évoluer les compétences vers des compétences vertes, etc., etc. Sauf que quand on voyait les actions qui étaient mises en place et les effets escomptés derrière dans l'entreprise, on voit que les grands sujets étaient souvent éludés. C'est-à-dire qu'on était beaucoup sur des petits gestes, des éco-gestes et ce genre de choses, et on n'était pas vraiment sur des transformations profondes. Et pour moi, ça dénote aussi du fait que ces entreprises-là n'ont pas forcément réalisé le risque qu'elles ont à ne pas se former, puisqu'il faut se transformer grâce à la formation, justement, pour mieux résister à ces risques climatiques, ces risques matériaux, etc. Alors ça peut passer évidemment par les patrons, certains dirigeants d'entreprise sont sensibilisés, vous nous dites qu'il faudrait quand même aller plus loin dans la formation des dirigeants, selon vous, mais comment les convaincre aussi? Ça passe par là au départ. Ça revient un petit peu au même argument que précédemment. Si vous prenez un exemple, c'est les stations de ski. Les stations de ski, il y a celles qui anticipent, il y a celles qui anticipent un peu moins. Et on voit vraiment que si on est vraiment bas en altitude et qu'on n'a pas anticipé sur son modèle d'affaires, tout s'écroule. Donc c'est extrêmement risqué. Et on peut faire le parallèle avec toutes les zones de France qui sont plus ou moins touchées par le changement climatique aujourd'hui, mais demain qui le seront de plus en plus, quoi. Il y a vraiment très peu de zones qui vont échapper à ça. On a déjà beaucoup par exemple, des campings dans le Gard qui ont dû fermer parce qu'ils n'avaient pas revisité leur modèle d'affaires. Il fait trop chaud, les gens ne viennent pas, c'est pas les logements qui leur conviennent, etc. Il n'y a pas la piscine, il n'y a pas ce que vous voulez. Et donc là, il y a vraiment des risques existentiels en fait pour certaines entreprises. Donc pour moi, ça c'est un argument de résilience et de robustesse de son entreprise. Peut-être qu'on va être un petit peu moins performant pendant quelques années, quelques mois, mais l'idée c'est surtout de survivre et puis à long terme de récupérer cette performance. Et l'autre point, c'est aussi que la transition écologique, ça peut venir d'en haut, mais ça peut venir aussi d'en bas. Donc d'un côté, on a besoin que les dirigeants impulsent, et s'ils ne sont pas motivés, c'est vrai que c'est plus difficile. D'un autre côté, on a aussi des initiatives citoyennes, des initiatives de salariés qui se bougent vraiment dans les entreprises, qui font des réseaux, qui font plein de choses, c'est hyper chouette. Mais parfois, elles se heurtent à un plafond de verre au niveau des actions à un moment. Et c'est vrai que souvent, si le dirigeant n'est pas formé et ne comprend pas lui-même l'ampleur des transformations à mener, c'est un peu frustrant pour les personnes et elles risquent d'abandonner. Alors il y a quelque chose qui peut vraiment pousser les patrons très vite à s'y mettre à cette transition écologique, c'est rapidement on peut réduire ses coûts. Ça c'est très clair. Effectivement, l'idée c'est aussi d'aligner les planètes, hein. C'est un peu ce que je disais sur la transition numérique, essayons d'aligner les planètes des enjeux entre elles et non pas de les opposer. Et donc effectivement,
quand on cherche à économiser de l'énergie, des matériaux, la plupart du temps, on économise à la fois au niveau financier, aussi bien qu'au niveau écologique, environnemental. Donc réduire sa facture énergétique, pour moi, c'est gagnant des deux côtés. Alors, il y a plus ou moins d'investissements à faire, selon les cas, bien évidemment. Mais il faut chercher ces actions-là, je pense. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que économie et écologie, elles ont la même racine latine, c'est le mot oikos, grec, pardon, et qui veut dire la maison. En fait, c'est prendre soin de notre propre maison. Et quelque part, une bonne économie, ça intègre aussi les enjeux environnementaux. Alors, je voudrais qu'on passe maintenant à des actions-solutions, des choses à faire plus ou moins facilement, rapidement, pour œuvrer en faveur de cette transition écologique. Vous le dites d'abord, un travail coopératif. Qu'est-ce que ça recouvre précisément ? Alors, l'idée, ça pourrait être de se former en fait, à travailler non plus en compétition, mais peut-être partiellement en coopération, en interne notamment, plus en coopération ou avec des partenaires, voire même avec ses concurrents en coopétition, c'est-à-dire essayer de mutualiser certaines choses, tout en restant des concurrents dans d'autres domaines, bien sûr. On le voit même dans l'automobile, qui sont quand même des domaines ultra compétitifs, où par la partie formation, il y a parfois des coopérations qui vont se créer. Donc pour moi, la coopération, c'est de toute façon, comme la transition écologique doit à un moment venir des personnes et intégrer tous les enjeux qui sont pas uniquement environnementaux, mais aussi des conditions de travail, aussi des enjeux sociaux, des enjeux économiques. En fait, c'est un projet de société. Donc aujourd'hui, si on le fait tout seul, dans son coin, de manière hyper directive, ça ne marche pas et on n'a pas l'adhésion. Donc la coopération, être formé à la coopération, c'est aussi être capable d'embarquer tout le monde. Alors, il y a une action qu'on fait quasiment tous. Parce que j'allais dire, il y a une action peut-être... Les éco-gestes. Alors, c'est vrai, moi... J'allais venir à une autre action. Ah, sur notre action. Alors, allez-y d'abord. Une action pour les entreprises que je recommande en numéro 1 ou 2, c'est de faire un bilan carbone. Ah oui, le bilan carbone. Alors, ça se passe comment, concrètement ? Le bilan carbone, en fait, on va mesurer ce qui rentre et ce qui sort en termes de matériaux et notamment d'énergie, et on va essayer de regarder dans tous nos flux où est-ce qu'on émet du carbone. Soit nous, soit nos fournisseurs, nos clients à l'usage, ou lorsqu'ils revendent, soit toutes les étapes de transport. À la fin, on a une méthode d'ingénieur qui va permettre finalement de comptabiliser tout le carbone dont dépendent, qu'émettent nos produits sur leur durée de vie, ou alors celle de l'entreprise, ou les deux. Donc il y a différents périmètres qui existent. Mais l'intérêt de faire ça, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on a mesuré quelle est l'empreinte de notre entreprise, et d'ailleurs on sait mieux cibler là où il y a des actions prioritaires. Typiquement, est-ce que trier nos mails 2 heures par mois, c'est efficace ou pas ? La réponse est souvent non. Ah bon ? Ça dépend des entreprises. On nous avait dit de le faire, pourtant. Ça dépend des entreprises. Mais si vous produisez, je sais pas, de l'acier et vous avez une centrale nucléaire qui alimente votre four, bon, je pense que l'enjeu, il n'est pas trop sur les mails, quoi. Un email, c'est rien à côté de ça. Évidemment, à la phase industrielle, c'est autre chose. Donc, je le disais, il y a quand même des actions qu'on fait tous, et ça quand même depuis des années. Les éco-gestes, on trie les déchets, on éteint la lumière, on fait attention au papier à l'imprimante, on imprime moins, etc. Tout ça, ça rentre dans les mœurs. Mais vous nous dites, c'est qu'une porte d'entrée, il ne faut vraiment pas s'arrêter là en entreprise ? Tout à fait. C'est-à-dire que d'un côté, on a des normes et des lois qui nous obligent à faire certaines choses, comme en fonction du type d'entreprise qu'on est, on doit trier d'une certaine manière nos déchets. D'un autre côté, il y a aussi les personnes qui souhaitent s'engager, les entreprises qui souhaitent s'engager. Mais c'est vrai que le risque, c'est de s'arrêter à ces gestes-là, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois indispensables, mais à la fois relativement limités en termes d'impact sur notre biosphère, notre écosystème. Et ce qui est le plus puissant, la plupart du temps, c'est de revisiter ce qu'on produit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait attention à nos bâtiments, aux déplacements domicile-travail, aux déplacements professionnels, on a déjà fait pas mal de choses, limiter un peu les équipements numériques. Ce qui compte, ça va être de proposer à notre société des solutions bas carbone, donc des produits qui sont comme la quiche. Ah, la fameuse quiche bas carbone. Ça peut être autre chose. J'ai hâte de la goûter. Ça marche pour les services, mais je vous en cuisinerai une, certainement. Merci. Et l'idée, c'est vraiment de se proposer des solutions bas carbone qui vont nous rendre moins dépendantes des matériaux extérieurs, des fluctuations de prix, de la géopolitique. Donc intégrer bien ça dans son modèle d'affaires et offrir à la société quelque chose de plus durable. Avant de prendre vos questions, continuez à me poser des questions en flashant le QR code. C'est une aparté par rapport à la formation, mais je voudrais savoir, vous, spécialistes, on en est où dans le réchauffement climatique ? On entend que c'est pire, que ça s'accélère, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur l'état de la planète ? Alors le réchauffement climatique, c'est un phénomène mondial, donc ce n'est pas une question française uniquement. Ce qu'on peut dire, c'est que ça s'accélère, qu'on fait des efforts, mais on ne fait pas assez d'efforts tous collectivement, évidemment. Donc aujourd'hui, la courbe de température monte avec toutes les conséquences qui ne sont pas uniquement de l'ordre de la chaleur, mais on change le climat. Ça veut dire qu'on crée des inondations, on déstabilise le climat tel qu'il était avant, donc on crée plein d'effets délétères. Aujourd'hui, la courbe va continuer à monter, malheureusement.
Donc la première chose, c'est évidemment, il faut qu'on continue à atténuer nos gaz à effet de serre. Il y a des lois qui passent. La France est aussi quand même un pays qui est très très suivi. Si nous on le fait pas, les autres vont se dire bah, nous on va pas le faire. Et derrière, il y a aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup plus la main et qui est encore peu évoqué. C'est vraiment l'adaptation de nos territoires et de nos entreprises face au changement climatique. Mais je l'ai évoqué, je pense, tout au long de mon intervention. Alors, on va prendre maintenant des questions. Que faire lorsqu'il y a des climato-sceptiques dans mon entreprise? C'est vrai que c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Les gens qui mettent certains en cause le réchauffement climatique. Donc, il y en a qui veulent prêcher la bonne parole et d'autres non. Qu'est-ce que vous diriez, vous, face à ces climato-sceptiques? Moi, je dirais que déjà, il ne faut pas se braquer. Il faut garder toujours le dialogue, ça me paraît le plus important. Il faut aussi se dire qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de connaissances, pas les mêmes niveaux de conscience. Et je pense qu'il faut toujours essayer de parler le plus rationnellement possible, démontrer qu'il y a peut-être des émotions en jeu, peut-être qu'il y a une peur derrière ces personnes-là, peut-être qu'il y a un déni, parce que ça les culpabilise, ça les remet en question. Et ce qui est normal. Après, il faut être assez adroit, je dirais, c'est un peu de la psychologie humaine, quoi. Une autre question, est-ce que la réglementation peut être un moyen pour aller plus vite? Voilà. Est-ce qu'on est coercitif pour avancer plus vite ou est-ce qu'on laisse faire? Bien sûr que oui. L'avantage de la réglementation, même si c'est pénible à suivre, évidemment, mais l'avantage, c'est que tout le monde a la même règle. Donc quand on dit faites un produit bas carbone, si moi ça me coûte un peu plus cher que les autres, c'est difficile d'y aller. Si tout le monde doit le faire, là j'ai intérêt à être bon dans mon produit bas carbone et à proposer quelque chose qui donne envie, quoi. Une autre question, moi je fais des efforts dans ma petite entreprise en France, quid des États-Unis et de la Chine, est-ce que ça sert à quelque chose que moi j'avance? Si on raisonne comme ça, du coup on fait jamais rien et je pense que... Ah non, mais c'est une question qui se pose. C'est vrai que la petite entreprise face à l'énorme industriel américain qui lui continue à polluer dans tous les sens. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on voit. Alors moi je faisais partie des gens il y a quelques années qui supportaient plus au bout d'un moment de dire ah il y a eu telle initiative dans un village, on a fait un écolieu, telle entreprise propose un petit service, un petit produit bas carbone, etc. Et ça m'agaçait beaucoup parce que je voyais l'ampleur des actions à mener et je me disais mais ça c'est rien, l'enjeu maintenant c'est pas les initiatives, c'est de généraliser. Or peut-être que je me trompais parce que quand on regarde un système, et en fait notre société c'est un système gigantesque, c'est comme une nuée d'oiseaux, quand vous voyez les grandes nuées d'oiseaux, là, je sais plus ce que c'est ces oiseaux d'ailleurs. Les hirondelles, les étourneaux, merci, j'aurais jamais retrouvé le mot. Les étourneaux, en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils changent de direction? Vous le savez ou pas? C'est le leader. J'ai entendu le mot voisin, effectivement, chaque oiseau en fait, va interpréter les micro-mouvements de son voisin, mais du coup, qu'est-ce qui influence le groupe au total? Ça peut être les prédateurs. Admettons qu'il n'y ait pas de prédateur ou qu'il y a un obstacle. Enfin oui, ça peut être un prédateur, un obstacle, une difficulté. En tout cas, c'est ceux qui sont aux marges. Donc c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur, qui voient une difficulté à éviter. Donc eux font un écart plus grand que les autres peut-être, et les autres suivent. Et en fait, c'est peut-être une allégorie qui est intéressante en matière de transition écologique, c'est que le système, en fait, ce qu'on démontre, c'est dans la science des systèmes, on montre que les systèmes changent toujours par ces marges-là, jamais par le centre. On veut toujours s'attaquer au centre. Mais en fait, le centre, il ne bouge jamais puisqu'il suit les marges. J'espère que vous m'avez suivi. Oui. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas se décourager sur ces initiatives-là. Elles servent à quelque chose. J'ai une autre question, c'est pas une blague. Concrètement, que dois-je faire pour une quiche bas carbone? Écrivez-moi sur LinkedIn et je vous donnerai une recette. Un poulailler? Ah oui, ça commence par le poulailler, les œufs. Déjà prendre des farines bas carbone. Eh bien, merci beaucoup, Damien Amichaud du Shift Project. Merci pour toutes ces explications. On peut vous applaudir.